pour notre Zoom du jour, nous recevons le délégué général de l'association Contribuables Associés, Eudes Beaufreton. Bonjour. Bonjour. Eudes Beaufreton, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter votre association Contribuables Associés? Eh bien, Contribuables Associés, c'est une association, loi 1901, c'est la première association civique de France non subventionnée qui compte un peu plus de 350 000 membres aujourd'hui et dont l'objet est de dénoncer, de lutter contre le gaspillage d'argent public avec un slogan qui est simple, trop de dépenses publiques, c'est trop d'impôts. Donc on peut même déjà rappeler que vous comptez donc plus de membres qu'un parti comme les Républicains qui en est à peu près à 235 000 personnes. Donc voilà, pour que les gens se rendent compte à quel point vous comptez en France et que vous êtes une structure assez lourde. Votre association se présente comme indépendante, apolitique, mais la baisse d'impôts que vous demandez, plutôt une idée de droite. Est-ce que vous avez des relations? Quelles sont-elles avec les élus de gauche? Alors tout d'abord, je dirais que tout le monde est concerné par les impôts, même si certains n'en payent pas ou croient ne pas en payer, parce qu'en réalité, lorsque l'on achète quelque chose et que l'on paye de la TVA, c'est un impôt, et donc tout le monde en réalité est concerné par les impôts. Sur l'essence, sur les cigarettes, etc. Exactement, je prenais l'exemple principal, mais vous avez tout à fait raison. Donc c'est un problème national, et que l'impôt, finalement, ça finance les dépenses publiques, et que le seul moyen, effectivement, de réduire les impôts, c'est de s'attaquer à la dépense publique. Alors on voit bien, puisque j'en arrive à votre question, de savoir comment les élus de gauche nous considèrent ou considèrent notre combat. J'allais dire pas très bien, parce que forcément, ils en vivent plutôt et que leur principe, c'est la redistribution. Donc c'est quand même de prendre à certains pour donner à d'autres. La machine d'ailleurs marche à plein régime aujourd'hui, on s'en rend compte, et notamment les retraités avec la CSG, où on leur demande de financer des choix politiques qui sont à gauche, il faut dire ce qui est. Emmanuel Macron est présenté comme un président libéral. Je ne le crois pas. Je crois qu'il est très socialiste finalement dans sa manière de redistribuer l'argent en le prenant à certaines catégories. Et donc les élus de gauche finalement n'ont pas beaucoup d'estime pour les contribuables en général. Il y a toujours des exceptions. On peut toujours parler de ce député qui était affilié au Parti socialiste, René Dosière, qui avait étudié comment fonctionnait l'Élysée, voilà, qui était quand même fait des rapports assez précis. Eudes Beaufreton, quel bilan global faites-vous de la politique fiscale d'Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé à l'Élysée? Écoutez, je dirais qu'Emmanuel Macron est en marche. Il est en marche vers le matraquage fiscal. Il faut quand même se rendre compte que les Français sont, depuis 2012, matraqués par les prélèvements obligatoires, plus 30 milliards d'euros d'impôts pour les ménages. C'est une réalité. C'était le bilan que nous a laissé Monsieur François Hollande. Et puis, aujourd'hui, arrive Emmanuel Macron avec ses nouvelles dispositions, l'augmentation de la CSG, on l'a vu 30%. Exactement. Dernièrement, mais aussi d'autres petits impôts. On peut s'étonner d'ailleurs qu'il ait supprimé l'ISF mais maintenu l'IFI. Et on voit bien qu'à travers l'IFI, c'est encore une fois une catégorie de Français qui sont visés. Pourquoi faire des différences entre les uns et les autres? Et on a bien compris que dans cette politique fiscale, il y avait des choix qui étaient faits de sélectionner certains pour payer la politique nationale. Je pense que ça ne pourra pas marcher très longtemps, puisque aujourd'hui, les Français en ont ras-le-bol. Chez Contribuables Associés, on s'en rend compte tous les jours. J'ai des membres qui n'en peuvent plus. Alors il y a ceux qui finalement ont peu les moyens d'esquiver la situation, parce que à un moment donné, je pense que vous connaissez peut-être la courbe de Laffer, qui est le niveau de pression fiscale au-delà de laquelle... Au-delà du raisonnable. Après, en fait, c'est plus efficace. Au-delà d'un certain taux, ça ne rapporte plus à l'État. Voilà, c'est-à-dire que l'économie, les Français se découragent et donc finalement évitent la situation, voilà. Parce que lorsqu'on paye trop, à un moment donné, on cherche à éviter. Alors on le voit... On travaille moins peut-être. Peut-être, voilà. Exactement. Moi, j'ai des témoignages de professions libérales qui me disent aujourd'hui que plutôt que de travailler plus ou autant qu'avant, finalement, ils préfèrent prendre des vacances et ça leur évitera de changer de tranche fiscale et donc de payer des impôts. Et on voit bien finalement qu'à un moment donné, quand cette politique fiscale elle est menée à l'extrême, elle décourage. Et c'est un peu le bilan que je tirerais aujourd'hui de la fiscalité Macron. Et puis l'autre aspect quand même qui se dessine, c'est l'injustice. Peut-être on reviendra sur la taxe d'habitation, mais 80% des Français vont être exonérés, 20% vont continuer à la payer. Voilà. Voilà, encore une manière de diviser les Français selon vous?
Oui, oui, je crois que volontairement, il y a des choix qui sont faits. Alors, les catégories, finalement, sont toujours les mêmes. Si on regarde bien, quelles sont-elles? Les retraités, qui, finalement, ont peu moyen de se défendre. Dit autrement, l'expatriation, c'est quand même plus pour les jeunes ou pour les... quand il y a un patrimoine fiscal très important, même si quelques retraités partent aujourd'hui au Portugal ou dans d'autres pays. Mais les retraités sont plutôt un peu coincés en France. D'ailleurs, c'était le sens de ce que disait Emmanuel Macron lorsqu'il veut taxer en quelque sorte l'immobilisme, et puis, donc à travers l'IFI et d'autres mesures, et puis quand au contraire, il favorise l'investissement dans les entreprises, l'action, ce qui peut être une bonne idée au départ, effectivement, de pousser à l'économie et donc à enrayer le chômage. Sauf que le vrai moyen de financer cela, c'est de réduire les dépenses, et non pas de prendre dans la poche de l'un pour donner à l'autre. Alors justement, Emmanuel Macron a promis une baisse d'impôts pour les ménages en 2019 de 6 milliards d'euros. Est-ce que vous pensez que c'est une prise de conscience de l'État, ou est-ce que justement vous pensez que c'est une manière de... Voilà, il y allait très fort dans un sens, il recule un petit peu, mais du coup la différence, on sera encore dans le plus, dans le... Qu'est-ce que vous pensez de cette diminution? Est-ce que vous pensez que c'est un effet d'annonce? Alors c'est un effet d'annonce parce que l'augmentation de la CSG est un point très important. Il va collecter de l'argent. Il va en collecter de plus en plus puisque l'objectif, je crois, du gouvernement, c'est à peu près d'augmenter la CSG globalement de 20 milliards d'euros. Ce qui n'est pas dit d'ailleurs aujourd'hui aux salariés, c'est que lorsqu'il y a des baisses de charges d'un côté, il y a quand même une augmentation de la CSG de l'autre. Donc la CSG est une vraie augmentation d'impôts qui va peser pour plusieurs milliards, presque dizaines de milliards. Donc évidemment, une fois que l'on a dit cela, il propose de réduire les impôts de 6 milliards. C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. 6 milliards, ça a été recalculé par un organisme dont l'estimation s'arrête plutôt autour des 3 milliards d'euros. Mais il en a pris bien plus que ces 3 milliards-là. Donc c'est une fausse réduction. Ça, c'est une première chose. Et puis, encore une fois, dans sa politique, pourquoi choisir des catégories pour nous dire après je donne ci, je prends ça. Les gens ne s'y retrouvent plus aujourd'hui et effectivement il est pas très lisible et je trouve sa politique plutôt néfaste parce que instable. Les gens aujourd'hui ne savent pas finalement comment ça va se passer pour eux, donc ils peuvent plus prévoir leur budget et j'en arrive vraiment au deuxième motif qui est le pouvoir d'achat. Je crois qu'Emmanuel Macron, sa grande crainte à l'approche des élections européennes, c'est que lorsqu'au mois de janvier ou février, avec le prélèvement de l'impôt à la source, eh bien les gens se rendront compte que finalement leur reste à vivre est nettement moindre que ce qu'ils imaginaient, eh bien leur premier réflexe ce sera d'arrêter de consommer et donc ça aura un vrai impact sur l'économie et je pense que... Et éventuellement de punir le gouvernement en mai, je crois que c'est en mai les européennes. C'est exactement ça et je pense qu'il va y avoir un trou d'air dans l'économie au moins sur les premiers mois, le temps que les gens s'habituent finalement au prélèvement de l'impôt à la source, qui est une mauvaise méthode, mais peut-être on en reviendra dessus après. Mais je pense que l'autre enjeu, c'est le pouvoir d'achat. Tout ça pour expliquer que cette annonce de 6 milliards, qui est une annonce en trempe-l'œil, est une manière de calmer les Français. Voilà ce que je pense. Cet excès de dépenses publiques, vous le constatez, vous le dénoncez à tous les échelons de l'administration. Vous l'indiquez dans votre journal trimestriel. Tous contribuables, elles sont passées de 39% en 73 à plus de 56% aujourd'hui, enfin en 2017. Pourquoi les Français ne sont-ils pas plus heureux? Expliquez-nous pourquoi en fait... Justement, le fait de redistribuer tout cet argent, ça devrait normalement servir à avoir une administration plus efficace. Alors tout simplement parce que l'argent ne leur revient pas directement. Ce qui coûte cher en réalité, c'est pas tellement l'argent qui a été collecté pour la bonne dépense publique. Ce que j'appelle la bonne dépense publique, c'est effectivement les routes, les écoles, tous les services dont on peut avoir besoin. Ça, c'est une chose. Et puis, à côté de ça, il y a de la mauvaise dépense publique. C'est la manière dont, effectivement, c'est géré. On voit aujourd'hui, ne serait-ce que par notre organisation territoriale, qu'on a énormément de collectivités locales qui n'ont qu'un intérêt, finalement, c'est de se développer. Alors, chaque collectivité se développe un peu plus. Je vais vous prendre un exemple très simple. La ville de Besançon, par exemple. C'est-à-dire que dans la même commune, vous avez un office de tourisme de la ville, et puis vous avez sur le trottoir d'en face l'office de tourisme du département,
Et puis ça doublonne à chaque et alors pire que ça, vous avez aussi collectivité. Exactement, vous avez aussi l'office de tourisme de la région, et donc quasiment dans la même rue, on a 3 offices de tourisme. Voilà qui illustre en fait aujourd'hui les gaspillages d'argent public. Tout ça, c'est payé avec l'argent du contribuable, et l'argent du contribuable, c'est l'argent de nos impôts, de nos efforts. Et en cela, effectivement, les contribuables ont un droit de regard, ils ont un avis à avoir, et j'invite vos auditeurs à avoir un avis, à prendre une position, parce que c'est leur travail de tous les jours qui est taxé et qu'on ne peut pas se laisser faire sans rien dire. Alors justement, vous servez beaucoup des rapports de la Cour des comptes. Comment vous expliquez que ces rapports, qui quand même vont dans le sens d'une réduction de la dépense publique, ne soient jamais suivis d'effet par le pouvoir ? Parce qu'on croit qu'ils sortent tous à peu près de la même école, ou ils sont tous à peu près dans le même système. Et c'est vrai que la Cour des comptes fait un travail remarquable de ce point de vue-là. Il y a une cour de discipline... Qui est la politique, la Cour des comptes. Non, il y a une cour de discipline budgétaire qui pourrait être saisie, malheureusement qui ne l'est pas suffisamment. D'ailleurs, il y a une opération prochainement dans laquelle on va demander au président de l'Assemblée nationale de saisir le président de la Cour de discipline budgétaire, parce que tout le monde ne peut pas saisir le président de la Cour de discipline budgétaire pour que ce soit suivi des faits. Et si les rapports de la Cour des comptes sont bons, effectivement, derrière, je crois qu'il y a un manque de courage politique. Mais encore une fois, tant que les Français ne disent rien, les élus ont tout intérêt à ce que ça continue, puisqu'effectivement, ils ont des budgets. Et puis, à l'intérieur de ces budgets, vous avez une administration qui les met en œuvre, et cette administration est dirigée quand même par une haute administration qui, elle, a intérêt à ce que les collectivités se développent, puisque c'est leur propre job. Donc finalement, on se rend compte que dans les partis en présence, vous avez les élus et la haute administration d'un côté, et puis de l'autre côté, vous avez les contribuables qui financent cela. Et tant que nous, contribuables, ne nous regrouperons pas pour dénoncer cela, eh bien ça continuera. Y a-t-il des secteurs, au contraire, de Beaufreton, où contribuables associés invitent l'État, recommandent à l'État de dépenser davantage ? Oui, je pense à la défense. Vous l'avez un petit peu évoqué. Oui, je pense à la défense notamment, et c'est vrai que lorsque Emmanuel Macron est entré en fonction, on s'est rendu compte qu'il a voulu réduire le budget de la défense, ce qui est une erreur. Il faut savoir aujourd'hui que les seuls intérêts de la dette de la France sont supérieurs au budget de la défense. Est-ce qu'on préfère engraisser les marchés financiers parce qu'on n'est pas capable de tenir notre budget, ou est-ce qu'on veut avoir une sécurité en France et à l'étranger? La réponse est très claire pour nous. Il n'y a pas assez d'argent pour la défense, et il y en a beaucoup trop pour la technostructure qui, elle, est inutile. La population française, c'est quelque chose que vous développez dans une de vos vidéos, est divisée entre ceux qui payent l'impôt et ceux qui ne le payent pas. Est-ce qu'il y a des idées que contribuables associés mettent en avant justement pour mettre fin à cette partition, à cette division dans la population? Écoutez, je crois que c'est indispensable en réalité que chacun paye des impôts. Chaque Français devrait payer des impôts. Des impôts sur le revenu, on parle. Tout à fait. Par contre, il faut payer des impôts qui sont justes. Aujourd'hui, le problème de l'impôt, c'est qu'il n'est pas juste. Et à la fois parce que quelquefois illégitime dans la mesure où ce sont des gaspillages et que les Français n'ont pas envie de payer des gaspillages. Ce n'est pas vrai. On n'a pas envie de se lever le matin, de travailler puis de payer des impôts qui ne servent à rien ou qui partent en fumée. Et il y a des exemples de gabegie incroyables en France. L'aide médicale d'État, c'est un exemple pour vous? Oui, c'est un exemple, bien sûr, effectivement. Le fait de soigner des populations qui viennent sur notre territoire? Il y a ça. Gratuitement. Oui, c'est vrai, il y a ça. La CMU aussi, où quelqu'un qui ne veut pas dépenser peut-être 2 € dans une boîte de Doliprane, eh bien, préfère aller voir le médecin qui, dans 80% des cas, lui délivrera une ordonnance, tout ça pour ne pas prendre en charge. Donc ça va coûter 30 € globalement à la sécurité sociale, pour 1,50 € au départ ou 2 €. Donc on voit bien aujourd'hui que ces choix-là font qu'il y a une gabegie. Donc il y a effectivement des postes de dépenses que l'on peut facilement réduire. Le problème, c'est que les Français n'adhèrent pas au projet, en fait. Si les Français pouvaient tous payer des impôts, en fait, peut-être que si l'État était aussi mieux géré, c'est juste, en fait, c'est parce qu'il y a un manque d'adhésion, en fait, au projet que l'État promeut, quoi. J'ai presque envie de vous dire, de manière un peu provocatrice, que je crois qu'on est un peu dans un système mafieux, c'est-à-dire qu'il y a des drogués et que la réponse du drogué, c'est le dealer, puisque c'est lui qui fournit. Et bien en France, lorsque finalement on aide trop les gens,
mais encore faut-il leur donner les moyens de leur liberté. Je crois que les gens préfèreraient travailler que de ne pas travailler. Eh bien, mais quand on n'offre pas finalement cette liberté-là, eh bien de l'autre côté, qu'est-ce que propose l'État en réalité? De subventionner à tout va, des aides par-ci, des aides par-là. Les subventions, par exemple, à certaines associations, vous en parlez chez Contribuables Associés? Oui, c'est vrai, il y a les subventions aux associations, mais même à la personne, l'aide à la personne, vous le disiez tout à l'heure, les aides sociales, etc. Et donc, c'est une manière d'acheter finalement, en disant, regardez, je prends de l'argent d'un côté, mais vous, je vous aide. Mais en tous les cas, le dénominateur commun, systématiquement, c'est l'État. Donc, on est dans un État-providence qui joue à fond plus que jamais, qui trouve une utilité. Mais de cela, en fait, en réalité, on pourrait très bien se passer. Alors, pas totalement de l'État, mais plus d'État, c'est moins de liberté individuelle. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on demande à l'État, c'est qu'il nous offre des conditions, nous Français, pour qu'on puisse travailler, avoir des initiatives, se développer, s'épanouir, et puis qu'il y ait une part qui soit taxée pour effectivement créer les conditions du vivre ensemble dans une très juste mesure. Ça suffit. Et ce vivre ensemble devrait être financé par tout le monde. Ça responsabilise chacun. Je pense que d'ailleurs, il y aurait beaucoup moins de détérioration si ceux qui commettent ces détériorations étaient taxés eux-mêmes. Et je pense que c'est une question de responsabilité, j'allais presque dire de mature. Et je crois vraiment que les politiques de ces dernières années, et c'est le véritable drame de la France d'aujourd'hui, ont fini par déresponsabiliser les citoyens. Et la manière de déresponsabiliser, c'est effectivement les aides à tout va, et que les gens préfèrent travailler, à mon sens, plutôt que d'être subventionnés. Alors, Aude Beaufreton, dans le cadre de votre association Contribuables Associés, c'est un petit peu une provocation. Chaque année, vous organisez ce que vous appelez le jour de libération fiscale. De quoi s'agit-il? Alors, le jour de libération fiscale, c'est le jour de l'année à partir duquel les Français ne travaillent plus pour l'État en payant leurs impôts, mais pour eux. Et donc, c'est un indicateur qui nous permet de nous comparer à des pays étrangers, puisqu'on nous dit toujours qu'en France, on est mieux loti qu'ailleurs, tout va bien dans le meilleur des mondes, que chacun copie, ou en tous les cas nous envie plutôt, parce que copier, il n'a pas encore été notre modèle social. Eh bien, avec cet indicateur-là, on est en mesure de voir ce que font les autres et ce que fait la France. Alors, juste pour nous donner une idée, du 1er janvier jusqu'au 23 juillet cette année, eh bien, chaque jour de l'année, les Français sont allés travailler jusqu'au 23 juillet pour l'État, c'est-à-dire que le fruit de leur travail a servi à financer la dépense publique. Donc, plus de 180 jours, plus de la moitié de l'année. 6 mois où les gens se lèvent pour travailler, non pas pour eux, mais pour la collectivité. Pour la collectivité, c'est exactement ça. Enfin, c'est même pas la collectivité, c'est l'État, en fait. C'est l'État. Parce que l'État finance des choses qui ne concernent même pas la collectivité, au final. Tout à fait. Et c'est exactement ça. Et nous le comparons avec d'autres pays, donc les pays de l'OCDE, des pays qui sont comparables, l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis. Et on se rend compte qu'en moyenne, la France, finalement, dépense beaucoup plus, un mois et demi, plus que la moyenne des autres pays. Pays dans lesquels on ne meurt pas dans les hôpitaux, il y a des routes, l'économie se porte bien, bref, tout va bien. Tout cela pour démontrer finalement qu'en France, on paye beaucoup plus pour la collectivité que dans ces autres pays où ça va bien. Je vais presque vous dire, ça pourrait presque être un indice de liberté finalement, parce qu'on se rend compte que tout l'argent qu'on ne donne pas à l'État, évidemment, nous en tant que Français, on en disposerait. Et à ce moment-là, on pourrait faire le choix, peut-être de se payer une complémentaire santé plus élevée si on en a besoin. Ou de le consommer. Ou de le consommer, ou payer un enseignement complémentaire à ses enfants, etc. Bref, de disposer du fruit de notre travail. Et puis d'en faire profiter l'économie, de toute façon. Tout à fait, puisque de toute manière, dès lors qu'on réinjecte l'argent dans l'économie, c'est un cercle vertueux. Dit autrement, c'est presque un indice de liberté. Donc je vous invite à aller sur le site de Contribuables Associés et vous verrez à quel point la France, nous sommes vraiment les derniers de la classe et que pour un pays qui travaille... Le jour de libération fiscale, c'est le plus tard, enfin le français est le plus tard en Europe. Tout à fait, exactement. Donc nous sommes le pays qui dépensons le plus par habitant pour la collectivité. Alors, Aude Beaufreton, un sujet un petit peu plus pour toucher l'actualité. On parlera du prélèvement à la source. Pourquoi dites-vous que cette mesure ne facilitera pas la vie des Français ? Alors c'est une mauvaise mesure parce que les revenus en France sont taxés et que pour les taxer, vous devez remplir une déclaration d'impôt et c'est taxé au sein du foyer fiscal, d'ailleurs dans lequel il y a un quotient familial. Donc il y a deux spécificités bien françaises que sont le foyer fiscal et le quotient familial et que pour déterminer votre revenu imposable,
à l'intérieur de ce foyer fiscal, vous intégrez et à la fois vos ressources et puis vous déduisez vos charges qui sont autorisées par le Code des impôts. Eh bien, c'est une spécificité qui est très française et qui n'est peu ou pas appliquée à l'étranger, qui fait que c'est beaucoup plus simple. Pourquoi c'est une mauvaise mesure pour la France? Parce qu'à partir du 1er janvier 2019 seront taxés les revenus, mais pas le revenu imposable, puisque celui-ci ne peut pas être déterminé par Bercy, puisqu'il ne connaît pas encore les charges auxquelles vous avez droit. Et donc, dans un premier temps, Bercy va taxer les revenus, et puis, dans un deuxième temps, au mois de mai, les Français devront déclarer, comme ils le faisaient auparavant, et à la fois leurs revenus et leurs charges, et puis Bercy établira une situation nette, et puis à ce moment-là, il faudra régulariser ce qui aura été payé en trop, forcément, puisque si vous avez des charges, c'est que vous avez trop payé, et à ce moment-là, il y aura soit des remboursements, soit des compléments. Donc, de quoi peut-on s'apercevoir? C'est que finalement, encore une fois, l'État commence par ponctionner les Français, et puis après, on voit, et c'est ce qui va se passer avec le prélèvement de l'impôt à la source. Quand vous prenez un pays comme l'Angleterre, où cela existe, le prélèvement de l'impôt à la source, en fonction de tel niveau de revenu, vous avez tel taux d'impôt. C'est très simple. Ça ne passe pas par le foyer et il n'y a pas de question à se poser. En France, cette seule spécificité-là rend l'exercice extrêmement difficile. D'ailleurs, même les syndicats de fonctionnaires de Bercy le disent, que c'est une usine à gaz, très compliquée. Et puis, si je reviens à l'aspect politique, les ministres qui l'ont mis en place ne nous ont jamais expliqué en quoi c'était une simplification. Donc concrètement, à partir du 1er janvier 2019, les Français qui jusque-là avaient le droit à des déductions n'y auront pas droit concrètement à travers leurs impôts. Ils vont payer sur les revenus. Et puis au mois de septembre, Bercy fera un chèque de ristourne du trop perçu avancé, même si pour calmer un peu cette mesure, Édouard Philippe nous a dit qu'il allait donner 60% de ce montant de crédit d'impôt. Alors, juste sur cet aspect-là des choses, et sans vouloir noyer, parce que c'est un peu technique, vos auditeurs, mais 60% de quelle somme des dernières charges connues? En réalité, au 1er janvier 2019, les charges connues sont celles de 2017. Mais si en 2018, vous n'avez pas eu ces charges-là, Bercy, là, dans ce cas-là, va vous donner de l'argent, mais qu'il faudra restituer au mois de septembre. Donc on voit bien que c'est une usine à gaz totale. D'accord. Mais justement, vous le dites, Eudes Beaufreton, les ministres qui ont mis en place cette mesure, en tout cas qui l'ont préparée, ne nous ont pas expliqué pourquoi ils allaient la mettre en place, justement. Mais vous pensez que ça cache quelque chose? Est-ce qu'à la clé, il y aura des augmentations d'impôts, un petit peu comme ce qui s'était passé avec la CSG, justement, qu'on avait ponctionné à la base, et en fait, pour l'augmenter au fur et à mesure? Alors tout à fait, je crois qu'évidemment, il va y avoir des augmentations d'impôts, puisque les salariés ne seront plus en mesure d'évaluer quelle est la part de salaire, la part de charge et de la part d'impôt, parce qu'ils verront finalement sur leur bulletin de paye, c'est un reste à vivre, donc ce sera facile pour le gouvernement d'augmenter les impôts sans que ça se voit trop. Je vais presque dire, je vais prendre l'exemple de la TVA aujourd'hui. Qui se souvient réellement qu'il y a 20% de TVA? Oui, en théorie, mais concrètement, quand on évalue un prix, on l'évalue TTC. On ne se pose pas la question, effectivement, du hors-taxe. Eh bien, ce sera la même chose, d'une part. Et puis, ce que je crois qui est non avoué aujourd'hui pour Bercy, c'est qu'il y a la volonté de fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu à terme, et donc de rendre la CSG progressive en réalité, c'est-à-dire que si vous avez un taux d'impôt sur le revenu à 15%, je crois qu'à terme, la CSG sera à 15% aussi pour ceux qui ont ce taux-là. Je crois que c'est la volonté de Bercy non avouée, non avouable pour le moment, et je crois que c'est ce vers quoi cette fiscalité tend. Eudes Beaufreton, vous, justement, dans le cadre de Contribuables Associés, vous dénoncez cet excès de la dépense publique. Est-ce que vous jetez la pierre aux évadés fiscaux, en fait? Pardonnez-moi l'expression, mais justement, est-ce que la lutte contre l'évasion fiscale fait partie des combats de l'association? Alors, oui et non. Je crois à une fiscalité juste. Et qu'effectivement, quand on a des entreprises américaines, notamment comme les GAFA, donc Google, etc., Apple, Facebook, exactement, qui font du business, mais qui finalement échappent par des montages fiscaux à la fiscalité française, je pense que c'est important de lutter contre ce genre de dérive. Maintenant, en ce qui concerne les Français qui se seraient expatriés,
j'ai envie de dire que si la France n'était pas un enfer fiscal, il n'irait pas dans des paradis fiscaux. Les personnes physiques, quoi. Bien Donc, sûr. La personne qui a travaillé toute sa vie et qui veut, Tout à fait. qui veut le transmettre à ses enfants. Tout à fait. Ou les entreprises françaises qui, parce que sous le poids de l'impôt et des charges, ont préféré s'expatrier, parfois pour maintenir une activité, tout simplement parce qu'en France, ça n'était plus supportable. Ça pose la question du poids de la fiscalité en France. Et pourquoi est-ce que nous n'aurions pas en France, nous aussi, une fiscalité compétitive ? Et là, on se rendrait compte que facilement, les entreprises viendraient en France, comme elles sont allées à une époque en Irlande, parce que le taux de la fiscalité pour les entreprises était suffisamment faible pour les attirer. C'est aujourd'hui le même mécanisme avec le Portugal qui promet pour le revenu d'effacer, de non taxer les revenus. Eh bien, nous pourrions faire la même chose. Donc, ce que je veux dire en résumé, c'est que si la France n'était pas un enfer fiscal, il y aurait moins d'évasion fiscale. Aude Beaufreton, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, contribuables associés, l'association, dans les mois, dans les années à venir ? Écoutez, moi ce que je souhaite, non pas pour contribuables associés, mais pour les Français, c'est une fiscalité plus juste, payée par tous, avec une vraie chasse au gaspillage d'argent public, avec une dépense publique qui soit juste, qui se limite au régalien, et puis qu'on redonne finalement à travers ce pouvoir d'achat la liberté. Le combat pour la réduction de la dépense publique, c'est un combat pour nos libertés, et ce que je souhaite à la France et aux Français, c'est de retrouver notre liberté. Écoutez, j'invite tous les téléspectateurs de TV Liberté à se rendre sur le site de Contribuables Associés, vraiment qui regorge d'informations utiles sur les gaspillages de l'État et toutes ces choses. Écoutez, merci Aude Beaufreton. Merci.